avons décidé de soutenir, de tenir cette réunion à notre retour d'Irak d'une délégation parlementaire que j'avais l'honneur de présider avec Delfino et avec Claude Goasguen, tant il nous a paru que ce pays avait réellement un besoin vital et urgent du soutien de la France et de l'ensemble de la communauté internationale. 15 ans après la chute de Saddam Hussein, 1 an et demi après la reprise de Mossoul, symbole de la victoire militaire contre Daesh, l'Irak a retrouvé une stabilité politique avec un nouveau président de la République et un nouveau Premier ministre et des relations, je le crois, apaisées entre le Kurdistan irakien et Bagdad. En tous les cas, plus apaisées qu'hier. Cependant, évidemment, l'Irak reste soumis à de très nombreuses tensions qui sont liées au triple défi que ce pays connaît, sa sécurisation, sa reconstruction et sa réconciliation nationale. Si Daesh, nous le savons tous, a été vaincu militairement, cette organisation demeure toujours une menace pour l'Irak et en Irak, comme le témoignent les attentats meurtriers qui continuent aujourd'hui de frapper le pays. Cette séance exceptionnelle, elle sera consacrée à 2 sujets. La question des minorités religieuses, en particulier aujourd'hui celle des yézidis, même si n'oublions pas les autres minorités religieuses. Nous avons rencontré le patriarche dans la plaine de Ninive, à Karakosh, et nous savons ce que la minorité chrétienne a vécu, et je suis sûre que nous en reparlerons aussi dans le débat. Mais donc la question en particulier aujourd'hui des yézidis, et puis la question si importante du dialogue interculturel, qui est évidemment le prémisse d'un dialogue national sans lequel rien ne pourra se faire. Le soutien du dossier des minorités dans la région et en particulier des Yézidis, Madame de Sarnez a exposé très rapidement ce qui s'est passé avec les minorités. Je voudrais entrer davantage dans les détails. En 2014, lorsque Daesh est entré dans nos régions et a détruit les villes yézidis, les villages yézidis, a massacré les yézidis, les a égorgés, a enlevé leurs femmes, a égorgé leurs enfants pour une seule raison, parce que nous avions une autre religion, nous avions une autre foi et nous n'étions pas d'accord avec cette pensée terroriste à laquelle eux croyaient. Le premier jour, Daesh a tué plus de 1400 yézidis. Les combattants de Daesh entraient dans les villages, ils séparaient les hommes et les femmes, ils tuaient les hommes, ils enlevaient les femmes et violaient les jeunes enfants, filles et garçons. Nous avons près de 6420 femmes yézidis encore enlevées, 6420. Sur une population de 500 000 habitants. Donc, sur ces 500 000 yézidis, 6 420 femmes ont été enlevées. Nous avons réussi à en récupérer 3 400. Ces filles qui ont été récupérées ont été achetées. Il y a un bureau au Kurdistan qui est parrainé par le président de la région autonome du Kurdistan et qui s'appelle le Bureau des femmes enlevées. Ce bureau aide les familles pour racheter les jeunes filles, les petites filles, celles qui ont été enlevées pendant 1 an, 2 ans ou 4 ans. Elles étaient battues, elles étaient humiliées, elles étaient violentées et elles étaient violées. Je veux dire juste 2-3 choses. D'abord, la France est de votre côté et soutient la communauté yézidi et soutient ce combat pour les minorités. Vous le savez, le président de la République a annoncé accueillir en France une centaine de femmes yézidis avec leurs familles. 18 femmes yézidis sont arrivées le 20 décembre à Paris avec leurs familles. Elles sont aujourd'hui hébergées dans 3 régions différentes de France. Je suis allée moi-même les voir dans la région Rhône-Alpes et en Île-de-France. Et je peux vous dire que voilà, elles sont en sécurité avec leur famille et elles se reconstruisent et leurs enfants vont aller ou vont à l'école et vont apprendre le français et on est dans des belles aventures. J'ai vu cet exode. J'ai jamais vu de ma vie autant de personnes fuir en si peu de temps leur ville, leur village et arriver dans un état de profonde détresse et
À ce moment-là, j'entendais les récits complètement poignants, dramatiques de ces victimes qui cherchaient à manger dans les poubelles, qui dormaient dans les rues, qui étaient arrivées pieds nus, qui avaient marché 2 jours, 3 jours et qui étaient arrivées à Erbil et à Duhok dans la plus profonde détresse. Et là, j'ai décidé de m'implanter, d'ouvrir des cellules avec des cliniques mobiles, puisque il n'y avait pas de place, le gouvernement n'était pas préparé à cet afflux-là, et donc il n'y avait pas assez de place dans les camps de réfugiés qui étaient déjà saturés par les réfugiés syriens. Et donc, notre seule possibilité d'accès à ces populations qui n'avaient pas de place dans les camps et qui vivaient dans des lieux et des squats, c'était d'aller vers eux. Et c'est comme ça qu'on a monté nos premières cliniques mobiles, des bus qu'on achète en France, qu'on aménage, qu'on transforme en cliniques mobiles et qui nous permettent, avec des équipes mobiles de médecins, de psychologues, d'infirmiers, de pharmaciens, pédiatres, d'aller directement au contact de ces populations. En ce qui concerne l'université de Mossoul, Daesh a fermé le campus après avoir pris le contrôle de la ville en juin 2014. 2 sites alternatifs ont été ouverts, l'un ad hoc, l'autre à Kirkuk, afin d'accueillir les étudiants déplacés. Cette université, jadis l'une des plus prestigieuses de l'Irak, est devenue l'un des principaux centres de commandement des terroristes à Mossoul. Ils ont transformé les facultés en machines de propagande, en usines d'armement et en bases militaires. L'enseignement à l'université a été suspendu. Tous les bâtiments de campus ont été entourés par des barbelés. L'université de Mossoul a été libérée le 18 janvier 2017, un jour ou deux avant l'offensive des forces irakiennes. Les terroristes ont incendié des immeubles, dont la bibliothèque centrale, et ont piégé d'autres. 2 mois après la libération de Mossoul-Est, des professeurs et des étudiants ont entamé une course contre la montre pour que les cours reprennent dans le campus, malgré les tirs de mortier des terroristes qui occupaient encore Mossoul-Ouest. L'université de Mossoul a reversé porte seulement quelques mois après la fin des combats. Des milliers d'étudiants issus des minorités persécutés par les terroristes sont déjà de retour à l'université de Mossoul. Le campus est l'un des rares endroits dans le nord de l'Irak à réunir ces communautés séparées par la guerre. Madame, le député a mentionné également que les lieux culturels étaient visés. Eh bien oui, ils sont visés parce que les terroristes pensent que ces lieux culturels sont des lieux totalement ou qui ne permettent pas aux terroristes de pouvoir prospérer. Les poètes sont des gens qui aiment la vie, les intellectuels sont des gens qui aiment la vie. Soutenir tout cela permettra de renforcer les sociétés dans lesquelles ils vivent. J'ai également donc le travail en faveur des camps. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de femmes et d'enfants dans les camps qui ne reçoivent absolument aucune éducation et aucun enseignement. Et sur le long terme, cela aura des répercussions extrêmement négatives parce que ces enfants ignorants sont des terroristes en puissance et ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas pris en compte et pris en charge par l'État et par les institutions. Je ne sais pas, les mots sont peu de choses après les témoignages qui sont les vôtres et après l'engagement qui est le vôtre. Je veux dire, du fond du cœur, nous vous remercions pour le courage qui est le vôtre, chacun et chacune d'entre vous. Et au fond, ce courage nous oblige. Il nous oblige. Il oblige la France, il oblige notre commission, il oblige notre Parlement à être déterminés pour être à vos côtés. C'est la promesse que nous vous faisons aujourd'hui. À vos côtés, chacune et chacun d'entre vous, pour les causes qui sont les vôtres, en Irak, dans le Kurdistan irakien, pour la communauté yézidite, pour la ville de Mossoul qu'il faut reconstruire. Nous sommes à vos côtés et on ne vous oubliera pas. Merci beaucoup.